Applaudissez-la bien fort. Merci beaucoup. Qui veut la voir avaler un sabre? Et j'ai commencé à me sentir un peu trop confiant. J'avais envie de repousser encore un peu plus les limites. J'ai décidé de ne plus me cantonner à un seul sabre et d'en avaler plusieurs d'un coup. Je savais que si j'avais le mental pour le faire, mon corps suivrait. J'ai donc attrapé les 5 sabres. Avant d'avaler les sabres, j'ai récité un poème que j'avais écrit. Ça donnait 1 pour faire le malin, 2 parce que je suis courageux, 3 pourquoi pas, 4 et on m'idolâtre. Et pour vous convaincre, j'essaie d'en avaler 5 et si je réussis, tout le public m'applaudit. Ça vous va? Ok, c'est parti. Je les ai bien rassemblés pour m'assurer que les pointes ne partaient pas dans tous les sens et qu'elles étaient bien alignées. Et j'ai glissé les lames dans ma bouche. Arrivé au milieu de l'œsophage, après avoir évité l'épiglotte, tout se passait comme sur des roulettes. Et je me suis laissé déconcentrer. Au lieu de me concentrer sur les sabres, comme j'aurais dû le faire, j'ai pensé au public qui m'observait et j'ai perdu le fil de mes pensées. Et alors que les sabres se trouvaient au niveau de mon estomac, j'ai eu un haut-le-cœur. J'ai fait comme ça. Les lames ont fait pression sur mon estomac et j'ai tout de suite ressenti une douleur. J'ai ressorti les sabres aussi vite que possible. Mais je savais qu'il y avait un problème. On ne savait pas ce qui s'était passé ou pourquoi ça s'était passé, mais on a senti que ça ne s'était pas déroulé comme prévu. Un long silence a suivi le moment où il a retiré les sabres. Et pour mettre fin à ce silence gênant, je me suis levée et j'ai dit « On a promis qu'on applaudirait, alors on applaudit. » Et c'est ce qu'on a fait. Merci beaucoup. Et on l'a félicité d'avoir réussi à avaler 5 sabres. J'ai jeté un œil aux lames pour m'assurer qu'il n'y avait aucune trace de sang, mais je savais que quelque chose n'allait pas. Je ressentais une douleur à l'estomac. Au revoir et merci beaucoup. Je suis reparti en coulisses et j'ai bu un verre d'eau glacée en pensant que ça allait apaiser la douleur. Et à ce moment-là, je me suis dit, ça y est, c'est la fin. Est-ce que je vais mourir? De retour chez lui, la douleur devient insupportable. Je suffoquais, je n'arrivais plus à respirer. J'avais l'impression d'avoir un éléphant assis sur la poitrine. Il appelle les secours. Après un examen préliminaire, Dan apporte une radio témoin au médecin afin de l'aider à déterminer l'endroit où la blessure a pu se produire. J'ai jeté un œil à la radiographie et j'ai vu un corps étranger qui descendait le long de sa poitrine et qui était pointu au bout. C'est un sabre. C'est là qu'il m'a expliqué comment l'accident s'était produit. Sachant que cet homme était un avaleur de sabres, je craignais que son état de santé ne se détériore à vitesse grand V. Est-ce que l'appareil digestif était touché? Est-ce qu'il souffrait d'une infection? On peut succomber des semaines plus tard à ce genre d'accident. Le docteur Mashburn lui fait immédiatement passer une radio et les résultats sont alarmants. Sa blessure avait provoqué une accumulation de fluide dans les poumons et ça collait parfaitement avec les symptômes qu'il présentait, comme son essoufflement et sa douleur à la poitrine. Le sabre avait vraisemblablement perforé la paroi de l'estomac, la paroi supérieure probablement. La situation était grave et demandait d'être surveillée de près. S'il avait attendu 1 ou 2 jours supplémentaires, il n'aurait probablement pas survécu à cet accident. Le docteur Mashburn craint que s'il tente de réparer les dommages, il mettra Dan en danger.
À la place, il le met sous antibiotiques afin d'éviter toute infection et surveillera de près son état de santé. J'avais du mal à respirer et à m'asseoir. J'avais de la fièvre et je claquais des dents. Son état de santé s'est peu à peu amélioré, mais ça a pris du temps, plusieurs semaines. Après un mois, Dan se rétablit complètement sans avoir recours à une opération chirurgicale. Avoir frôlé la mort lui a fait l'effet d'une douche froide. Après l'accident, je me souviens qu'en voyant mes sabres, je me suis dit « Plus jamais, je démissionne ». Exercer ce métier a failli me tuer et je ne voulais plus jamais réessayer. Mais un mois plus tard, Dan ravale ses peurs. J'avais un spectacle de prévu et comme je suis un homme de parole, je me suis dit que j'allais réessayer, juste pour cette fois et une fois le spectacle terminé, tout était rentré dans l'ordre et je me suis rendu compte que ce métier représentait toute ma vie. C'est ce que j'aime faire. C'est pour ça que je suis sur cette terre. Ouais! Des doubles vies. Ils avaient des laissez-passer. Des événements et des rencontres que les autorités ne souhaitent pas dévoiler. C'est un Watergate cosmique. Des révélations sur les sociétés secrètes. Chez les francs-maçons, le silence est capital. Des lieux importants et des individus reconnus comme ignobles. Les gens voulaient tout savoir sur Machine Gun Kelly. Des histoires vraies Je ne leur dirai jamais ce que je suis en train de vous dire. qu'on vous a cachées pendant des années. Codes and Conspiracies, inédit. Demain à 20h45 sur Discovery Science. Tu veux toucher? C'est chaud, c'est agréable. Ok. L'Opel Corsa, avec volant chauffant et assistant personnel OnStar. Vous allez l'adorer. Oh! L'Opel Corsa Play suréquipé est à partir de 149 € par mois, entretien compris. Forcément, c'est une série limitée. Mobile Strike, jeu gratuit à télécharger sur l'App Store. Juste quelqu'un de bien, quelqu'un de bien, le cœur à... Changer d'air, changer de style, avec les collections personnalisables Atoll. Seulement chez Atoll, mon opticien. Quelqu'un de bien. Dispositif médical. Le Double Down est de retour chez KFC. Savourez le goût unique du sandwich sans pain et régalez-vous avec le tout nouveau Cheese and Pepper et ses 4 tranches de fromage fondu. Et aussi le méga menu, nouvelle version avec son original crunch, le vrai menu complet avec 5 produits pour 5 €. Bon les gars, tout le monde est prêt? Ok, c'est parti. Wouhou! Maintenant on s'occupe du plus gros. Attention, ils viennent sur toi. Laisse-les venir. World of Tanks. Jouez comme vous voulez sur tankist.fr. Laissez-vous surprendre par le nouveau Lipton Green Iced Tea. Lipton Green Iced Tea, un délicieux mariage de thé vert glacé et de saveurs fruitées. Agrumes, litchi jasmin et citron vert menthe. D'abord des fleurs.
très intéressant les endroits que tu me fais visiter. Merci. Maintenant, à toi de jouer. Jouer sur tous les terrains. Nouveau Tiguan avec système connecté Carnet. À découvrir dès maintenant dans le réseau Volkswagen. Volkswagen. La mort est omniprésente. La plupart tentent de l'éviter, mais d'autres n'y échappent pas. Chaque jour, nous menons une guerre contre les microbes, les toxines, les blessures, les maladies et les catastrophes. Il existe un tas de façons de mourir. Le simple fait de survivre est un miracle. Car chaque jour de notre vie, 1000 morts insolites nous guettent. T-Bone est un petit trafiquant de coke. Amuse-toi bien. Typique des années 70. Beaucoup de cheveux, d'énormes chaussures et du disco. À cette époque, la consommation de cocaïne atteint des sommets. Là, je me sens bien. Les grandes villes sont inondées de cocaïne coupée et bon marché qui causent des milliers d'overdoses. Dans les années 70, il y avait de la drogue dans toutes les soirées. C'était dangereux, mais on ne le voyait pas. Il y avait les boules à facettes, les pantalons pas de def, les chaussures à plateforme, les chemises à paillettes. Ça faisait partie d'un tout. Je me sens bien. Les gens prenaient de la drogue aux toilettes ou dans leur coin VIP. Dans pratiquement toutes les fêtes en arrivant, on trouvait de la cocaïne sur la table basse. En plus de ça, à cette époque, tout le monde fumait de l'herbe. Et les gens se gênaient pas pour consommer de la drogue au grand jour. Et dans ce genre de fête, comme c'est encore parfois le cas aujourd'hui dans les raves, un tas de gens participent juste pour prendre de la drogue et s'éclater. Ce soir, T-Bone a pris tellement de cocaïne que son cœur est sur le point d'exploser. T-Bone pense qu'il peut virevolter entre les problèmes. Là, il se lâche et met le feu à la piste de danse. Finalement, le dealer de coke surexcité évite la mort par overdose et se rabat involontairement sur une mort un peu plus sanglante. En perdant l'équilibre, il chute violemment et se fait égorger par son pendentif. Au moment de la chute, le symbole masculin pointu qu'il portait en pendentif s'est planté dans son cou, en sectionnant la veine jugulaire et l'artère carotide. Le rythme cardiaque normal au repos est d'environ 70 battements par minute. Mais sous l'effet de la cocaïne et de la danse, il peut augmenter de manière significative. Cette activité cardiaque intense a provoqué une hémorragie encore plus rapide. Pour T-Bone, la vie n'était qu'une fête. Il enflammait la piste et faisait le spectacle. Il pensait pouvoir danser jusqu'au bout de la nuit. Il s'est planté. Bonjour à toutes. Bonjour. 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 Ce n'est pas le plus grand concours de Seattle, mais c'est le plus chaud. Celle qui tiendra dans le sauna le plus longtemps possible sera la gagnante, d'accord? Numéro 1. Le concours de sauna de l'Association des étudiantes de Simi Valley. Et voilà. Merci. Celles qui veulent entrer dans le club doivent affronter la chaleur d'un sauna jusqu'à l'épuisement. La gagnante sera exemptée d'une semaine d'initiation vraiment infernale. Liz est riche, mais même l'argent ne lui évitera pas la semaine d'initiation, contrairement à ce concours. En gros, un sauna, c'est une pièce de taille généralement assez petite, conçue pour des bains de chaleur sèche ou humide. Dans cette pièce, on trouve un poêle, à bois ou électrique, qui chauffe des pierres. Quand elles sont chaudes, on verse de l'eau, créant de la vapeur. En compétition, c'est une épreuve d'endurance. C'est à qui supportera la chaleur le plus longtemps.
En général, la température tourne à environ 100 degrés. Alors le simple fait d'entrer dans la pièce est difficile. À cette température, le corps transpire énormément, à tel point qu'il y a un très gros risque de déshydratation. Liz s'est préparée en mangeant des haricots et des brocolis pendant une semaine. Sa stratégie ? Faire du sauna une chambre à gaz. Devant les armes de puanteur massive de Liz, les autres filles se bousculent pour de l'air frais. Ça va ? Non, ça va pas. Quand la température atteint 90 degrés, il ne reste plus que Liz et Maria, une étudiante équatorienne qui sait supporter la chaleur. Ça devient insupportable, pas vrai? Liz ne montre pas la moindre sympathie pour sa camarade et déclenche la plus grosse éruption depuis celle de Pompéi. Pourquoi tu fais un truc pareil? J'arrive pas à croire que tu fasses ça. Maria est contrainte à l'abandon. 10 minutes plus tard, elle revient dans le sauna et s'en prend au volcan humain. Je te déteste. Elise s'effondre, raide morte. Je crois qu'elle est morte. La température très élevée du sauna, combinée à la forte densité de vapeur d'eau dans l'air, fait ressentir ses effets sur le corps très rapidement, causant des brûlures au 2e et au 3e degré, parce que la sueur a beaucoup plus de difficultés à s'évaporer. Sa température corporelle a rapidement dépassé les 42 degrés, provoquant la mort. Liz était ingrate, bornée, égoïste. Pourquoi tu fais un truc pareil? Et riche. Mais tout ça sans mauvais. Dans un instant, un pervers est pris la main dans le sac. Qu'est-ce que tu fabriques là? Et un cultivateur de cannabis a un petit creux. C'est délicieux. Un entraîneur sadique interprète Casse-Noisette. Et un vendeur d'assurance ivre se fait aplatir par des rondeurs. Il y a un tas d'azimutés dans le monde. Duncan en fait clairement partie. Sa spécialité ? Photographier sous les jupes. Si je prends ce genre de photos, c'est parce qu'Internet est très impersonnel. Tout est disponible à la demande. Par contre, c'est plus excitant de prendre une photo d'une femme qu'on voit dans la rue. Au marché, par exemple, c'est très facile parce que les gens font pas attention. Une fille sur 10 n'a pas de culotte. On peut avoir une super photo. Duncan est certes très adroit dans son genre, mais il n'arrive pas toujours à ses fins. Il tombe sur un vendeur de café près d'un immeuble en chantier. Un terrain fertile. Jusqu'ici, il n'a pas encore obtenu le saint graal de la discipline, la photo sans culotte. Mais une cliente semble très prometteuse. Pourquoi? Pas de marque de culotte. Généralement, le plus efficace, c'est d'opérer à deux. Le premier essaie de faire diversion en faisant tomber quelque chose, par exemple. Il engage la discussion avec la cible, la femme en jupe, pendant que l'autre prend la photo avec son appareil ou son téléphone. Il faut aussi faire attention à ce que ce soit dans un endroit bien éclairé, sinon la photo donnera rien. Duncan est tellement obnubilé par sa proie qu'il ne remarque pas l'ouvrier costaud. Et qu'est-ce que tu fais là? Rien du tout. Duncan est sur le point de prendre une raclée. Espèce de pervers! J'ai rien fait! Allez, dégage! Lâche-moi! Le destin s'en mêle. De quoi vous... Et le tue. Une équipe d'ouvriers réparant un toit 8 étages plus haut fournit la recette pour une mort parfaite. Un ouvrier maladroit, une barre métallique, et voilà, il n'y a pas photo. La barre est tombée d'une hauteur de 10 à 12 mètres.
Elle a frappé la victime à une vitesse de 35 à 40 km/h. Et elle a traversé son cœur, ses poumons et son diaphragme avant de ressortir sur le flanc. Il est mort sur le coup. Prendre des photos sous les jupes. Drôle de façon de prendre son pied. Et qu'est-ce que tu fabriques là? Rien du tout. Eh Duncan. De quoi vous? Voilà à quoi ça sert Internet. Perdu. Avant de commencer, tout le monde sait ce qu'est un jabroni? T'es le meilleur, mec. C'est une grande gueule à qui tout le monde a envie de donner une bonne leçon. Ah, la classe. Voici Saul. Saul est obsédé par son corps. Il s'est entièrement épilé. Ouais, t'as la classe, mec. Après la musculation... Où est ma bière? Il malmène sa petite amie Mandy. Tu devrais me remercier. Et alors? Mandy est la preuve vivante que plus les faux seins sont gros, plus le QI est faible. J'aime pas ton attitude. Quoi? Quelle attitude? C'est la seule façon d'expliquer pourquoi elle ne lui explose pas le crâne comme à une pastèque. Fais ça bien. Il drague ses copines. Comment ça va? Bien. Et la traite comme un chien. Gonfle le bateau pneumatique. Je vais me rafraîchir. Comment se débarrasser de lui? Ça marche pas, Saul. Laisse-moi faire. En le laissant s'en charger lui-même. Ok. Raisonnable, la bombe anti-crevaison? Technique de pro. Pourquoi pas? Je suis un génie, j'y peux rien. Eh ben non. Il était assis sur un objet gonflable rempli d'anti-crevaison, un produit très inflammable. Il a pris feu et a explosé. La déflagration a causé des dégâts au cerveau, comme un coup de batte de baseball à la tête. Cela entraîne une hémorragie cérébrale et la formation d'un énorme hématome sous-dural. Les fonctions cérébrales et la respiration cessent, causant la mort. J'aime pas ça. Saul était arrogant. Fais ça bien. Cruel. Elle est où ma bière? Et stupide. Laisse-moi faire. Sa mort est le résultat de tout ça. Je suis un génie, j'y peux rien. C'est le destin d'un dégonflé. Dans le monde d'aujourd'hui, l'écologie est importante. Mais certains ont la main plus verte que d'autres. Assez pour de magnifiques et aromatiques plants de cannabis. Darrell et Eugène se sont récemment associés pour tenter la culture la plus rentable des États-Unis. Le cannabis rapporte plus de bénéfices que les productions cumulées de maïs et de blé. Pour éviter les vols, les gros cultivateurs engagent des équipes pour garder leurs champs en permanence. J'en ai marre. Débutants, Darrell et Eugène gardent leurs plans eux-mêmes. On s'en fume un petit? Et très mauvais en affaires, ils fument leur récolte avant même de la vendre. Fumer du cannabis est la façon la plus efficace de libérer le THC. La chaleur permet d'activer le THC et 18 à 50% passent dans l'organisme. Ça marche aussi en mangeant un produit contenant du cannabis, comme par exemple un brownie. On observe le même effet avec une pilule contenant du THC de synthèse appelée dronabinol. Quand on fume ou quand on mange du cannabis, le THC passe dans la circulation sanguine et active une partie du cerveau appelée hypothalamus. L'hypothalamus est la partie primitive du cerveau qui nous dit quand manger. Même après un repas, on ressent de la faim. C'est ce qu'on appelle les munchies. Ils protègent leur investissement depuis 1 mois et ils n'ont plus rien à manger. Oh, j'ai faim. Eugène a vu un peu trop d'émissions de survie. Il décide de se faire un repas à base de sauterelles. C'est quoi? Des sauterelles. Les gens adorent de là d'où tu viens. Je suis de San Diego. Comme tu veux. L'écologie, c'est bien. Avoir la main verte aussi, mais manger des sauterelles. Eugène devient tout vert, puis bleu,
Lève-toi. Et enfin, une couleur ressemblant à la mort. Eugène l'ignorait, mais il était allergique à une protéine contenue dans l'exosquelette des sauterelles. Son corps a produit de l'histamine pour combattre la protéine, causant une inflammation interne suivie d'un grave choc anaphylactique, d'une suffocation et de la mort. Darrell et Eugène ont voulu profiter de la révolution verte en faisant pousser de l'herbe. Mais Eugène a eu un petit creux. J'ai faim. Il a trouvé une friandise et il a fini comme ces pauvres insectes, morts. Allez, lève les genoux. Lève les genoux, allez. Le football universitaire est très stressant. Allez-y, plus vite, bande de larves, allez-y. L'entraîneur doit fournir des résultats ou il est viré. Tu te fiches de moi? Schaeffer était l'un des coachs les plus réputés du Texas, mais il est tombé pour tricherie. Dégage! Il entraîne à présent une petite équipe médiocre de Virginie occidentale. C'est une perte de temps. Et il passe ses nerfs sur les joueurs. Tu me fais pitié, dégage de là. Il y a eu plusieurs cas d'entraîneurs qui ont été licenciés pour les traitements qu'ils infligeaient à leurs joueurs. Ils leur jetaient du matériel, par exemple. Un coach de baseball a même lancé une batte. En général, ils sont virés sur le champ. Randall est le meilleur, et c'est le kicker. Si le kicker est le meilleur joueur de votre équipe, vous n'irez pas bien loin. Je vais me charger de vous endurcir. Beaucoup d'entraîneurs débutants poussent les joueurs trop loin. Ils ne connaissent pas vraiment les bases du métier et ils sont perdus. Alors ils se contentent de leur faire faire de l'endurance ou des pompes. Sans réfléchir, par exemple, au temps qu'il va faire. S'il va faire froid, chaud, humide, et ils vont trop loin. Ils ne connaissent pas les limites de ces jeunes. Certains se comportent comme ça pour se venger de l'époque où ils étaient eux-mêmes joueurs. Du coup, ils poussent les jeunes à bout. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils se contentent de matraquer les joueurs. Le coach Schaeffer punit ses joueurs avec un exercice interdit, le taureau dans l'arène. Je vais vous montrer. Allez, viens. Et c'est lui, le taureau. Allez. Il est sonné et le kicker porte le coup de grâce. Un coup de pied pareil fait très mal, mais celui-ci s'avère fatal. Pourquoi? Des nouvelles pompes. Le coach Schaeffer a ordonné à son kicker d'utiliser des chaussures à pointe renforcées. Merci. Bravo. Le coup de pied atterrit en plein dans le mille et écrase les noix de l'entraîneur. Le coup à l'entrejambe a fracassé son bassin. Les os se sont fracturés et les débris ont lacéré les reins. Les toxines accumulées dans les reins se répandent et provoquent un choc septique. La réaction du corps est une défaillance hémodynamique et la mort. Coach! Le coach Schaeffer était un petit tyran qui n'hésitait pas à tricher. Des nouvelles pompes. Mais il s'est fait surprendre par un coup qui lui a fait mal. Et le match est fini. Que font deux vendeurs d'assurance après une conférence interminable? Allons au bar. Ils boivent. Et quand ils sont ivres, regarde ça. Où vont-ils? À un concours de beauté. On y va? Tu m'étonnes. Des femmes sublimes au-dedans comme au-dehors. Voici l'étape finale de cette 11e édition de Miss Beauté Intérieure. Mais c'est un concours de beauté intérieure. Toutes les participantes sont des mannequins rondes. Ce qui explique la salle presque vide. Le défilé en maillot de bain, Mademoiselle Devon. Dans les années 50 et 60, les femmes pouvaient se permettre d'avoir plus de courbes. Elles étaient féminines et plantureuses. Les hommes aiment voir ça. Mais simplement, la mode a changé et il faut être mince. Voici Allegra. Un mannequin est considéré comme ronde à partir de la taille 44. Mais de nos jours, ça descend un peu plus bas, à la taille 40, voire même 38. Mais généralement, la taille 44 est la norme.
Steve est là pour s'amuser. Quel est votre talent? Paul est là pour se moquer. Mangez! Beth! Y a-t-il quelque chose de plus odieux qu'un vendeur d'assurance bourré? J'ai pour ambition d'aider les gens. Laisse-leur à manger! Non, mais c'est quoi ton problème? Finalement, les plantureuses concurrentes en ont assez. Qu'est-ce que tu fais ici? Alors qu'elles commencent à lui crier dessus, leur poids cumulé fait céder le support du coin de la scène, déclenchant une avalanche humaine. D'abord Allegra et ses 142 kilos, puis Bess et ses 150 kilos. Devon finit le travail avec ses 160 kilos. Pour un poids total à couper le souffle de près de 452 kilos de beauté pulpeuse. Ce qui fait taire Paul à tout jamais. Cet homme s'est retrouvé avec presque une demi-tonne sur le thorax. Il n'avait aucune chance. On peut supporter un poids important sur la poitrine sans mourir. Mais quand on approche des 300 kilos, les problèmes commencent. Les côtes se brisent et perforent les poumons. Ne pouvant plus respirer, il suffoque et meurt. On y va. Quand un vendeur d'assurance est ivre... Quel est votre talent? Mangez! Ces blagues pourries tombent à plat. It's original. Il fait tellement noir. L'endroit le plus isolé. Je me sens si seule. L'endroit le plus... Beaucoup de gens meurent de froid. hostile. Les murs étaient brûlants. L'endroit le plus hanté des États-Unis. Ils nous voulaient du mal. Sortez de notre maison! Je me sentais comme prise au piège dans ma propre prison. En Alaska, personne ne vous entendra hurler. Alaska Horror Story, inédit, bientôt sur Discovery Science. Nous sommes pour ceux qui grimpent aux arbres. Pour ceux qui portent. Nous sommes pour ceux qui tendent la main. Nous sommes pour les généreux, les altruistes, les désintéressés. Pour ceux qui se mettent au service des autres et ceux qui en ont fait leur vocation. GMF, premier assureur des agents du service public. Assurément humain. Et voilà. Ah, merci. Waouh, vous achetez bio? Ah oui, c'est cher le bio. Hein. Bah. Enfin, pour des œufs, ça va. Ah non, mais j'achète aussi du jus de pruneau bio et du jus d'orange bio. Des cookies, des biscottes, des yaourts à la châtaigne bio, des yaourts au lait de chèvre bio, du vinaigre balsamique bio, du vinaigre de cidre, des céréales bio, de la confiture d'orange bio, du bouillon de poule bio, du bouillon de légumes bio, du sucre vanillé, Plus de bio moins cher, c'est plus de bio tout court. des abricots secs bio, du riz bio. Leclerc. Tourtel Twist. Un mélange de bière sans alcool et de jus de fruits comme vous n'en avez jamais bu. Allô Fred, tu devineras jamais ce qui est en train de se passer. Si Jack, je crois qu'il se passe la même chose ici. Tourtel Twist, ça rapproche.
PS4 for the players. Les garçons, le secret à la pêche, c'est le silence et la patience. Oh, regardez là-bas, c'est notre voisin, Monsieur Blindard. Waouh, il est trop beau ce bateau. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas le même? Votre assurance auto expire lundi. J'attends votre chèque. Pourquoi rendre Monsieur Blindard plus riche alors que nous avons créé un site où vous pouvez enfin comparer et acheter les meilleurs contrats d'assurance auto? Purée.com. Comparer et acheter futé. Eros, the fragrances for women and men by Versace. Des doubles vies. Ils avaient des laissez-passer. Des événements et des rencontres que les autorités ne souhaitent pas dévoiler. C'est un Watergate cosmique. Des révélations sur les sociétés secrètes. Chez les francs-maçons, le silence est capital. Des lieux importants et des individus reconnus comme ignobles. Les gens voulaient tout savoir sur Machine Gun Kelly. Des histoires vraies. Je ne leur dirai jamais ce que je suis en train de vous dire. Qu'on vous a cachées pendant des années. Codes and Conspiracies, inédit. Demain à 20h45 sur Discovery Science. À travers les dimensions du temps et de l'espace, grâce à des technologies qui dépassent notre entendement, nous observe-t-il, tapis dans l'ombre? Sont-ils déjà là? J'avais peur. Il nous veut, allons-y. En 1980, alors que les relations entre États-Unis et URSS s'enveniment, une base de l'OTAN sous commandement américain en Angleterre est en état d'alerte. Jim Penniston et John Burroughs, deux aviateurs de l'US Air Force, patrouillent dans la forêt de Rendlesham, dans le Suffolk. J'étais aviateur chargé de la sécurité. J'assurais la sécurité à la base de la Royal Air Force de Woodbridge pendant une période tendue de la guerre froide. Mes collègues ont appelé à la radio et à leur voix, j'ai senti qu'il se passait quelque chose. Il fallait vérifier qu'un portail était bien fermé. Le radar avait signalé un objectif non identifié, environ un quart d'heure plus tôt. De toute évidence, c'était un avion qui s'était écrasé. C'était l'explication la plus logique. Donc on est allé voir sur place à un endroit où il y avait de la lumière dans les bois. On avait l'impression que la forêt luisait en blanc. J'ai même dit que ça ressemblait à une décoration de Noël avec les lumières qui clignotaient. Mais quand on est arrivé à la lisière, tout a changé. Ça n'était pas un avion. Il n'y avait rien. Pas d'odeur de carburant en train de brûler, pas de bruit, pas d'incendie. Et bizarrement, la radio ne fonctionnait plus. Quelque chose a poussé un cri perçant, de surprise ou d'énervement.
Jusqu'à ce moment-là, on avait cru à un accident d'avion. Mais il s'avérait que c'était un problème de sécurité. Plein d'animaux s'enfuyaient. C'était très bizarre. Je me suis dit qu'on était dans le pétrin. Je n'avais jamais été confronté à une situation pareille. Et j'avais peur. Il y a eu un éclair lumineux. Aveuglant. Quand je me suis relevé, j'ai vu un engin de forme triangulaire à une 8aine de mètres devant moi. J'étais vraiment perplexe. En m'approchant, j'ai senti de l'électricité parcourir mes vêtements, ma peau, mes cheveux. On aurait dit du verre noir très brillant. Et le revêtement de l'engin était traversé de couleurs. Des petites boules bleues et oranges. Je cherchais l'habitacle, les entrées d'air, les échappements. L'engin n'était pas aérodynamique, il n'avait pas de volet. En fait, il n'avait aucun des équipements qui permettent normalement à un avion de voler. En marchant à côté, je l'ai mesuré. Il faisait environ 2,70 m et à peu près 2 mètres de haut. Quand j'ai commencé à faire le tour, j'ai repéré une espèce d'écriture. Je me suis dit, super, il va y avoir inscrit US Air Force ou NASA. Mais à ma grande déception, ça ressemblait plutôt à des caractères, des pictogrammes. J'étais en plein mystère. Ces caractères s'étalaient sur 1 mètre et ils mesuraient 12 à 15 cm de haut. J'ai passé la main dessus et ça ressemblait à du papier de verre tellement c'était rugueux. Au-dessus, il y avait un cercle avec un triangle à l'intérieur et je l'ai touché aussi. Je ne voyais plus que cette lumière blanche. Son intensité s'est maintenue le temps du contact. Et en un clin d'œil, l'engin est parti. Mais il n'y a eu ni déplacement d'air, ni bruit, et un avion ne peut pas voler comme ça. D'où sortait une technologie pareille? J'étais abasourdi. Qu'est-ce qui venait de m'arriver? Là-haut. Il est là-haut. Il a foncé au-dessus des arbres. On l'a suivi en pensant qu'il allait se poser plus loin. Mais dès qu'on avait l'impression de s'approcher, il s'éloignait. On ne savait pas ce que c'était. Patrouille 1 au rapport. Reçu. On rentre à pied. Je ne sais pas ce que c'était, mais c'est parti vers la côte. On était vraiment stupéfaits. John et moi, on s'est demandé comment expliquer ça aux autres. Comment leur raconter tout ce qu'on avait vu. Qu'est-ce que tu dessines? Ce qu'on a vu. J'ai pas vu ça. Quoi? Tu étais là pourtant. C'était pas ça. À partir du moment où on est tombé par terre, les souvenirs de Jim et les miens ne sont plus les mêmes. J'ai vu un objet rouge et ovale qui ressemblait à un soleil. Il s'est écoulé très peu de temps entre le moment où je suis tombé et celui où l'objet est reparti. Mais je n'ai pas vu Jim en faire le tour. Je ne peux pas donner d'explication rationnelle à ce que j'ai vu.
En retournant à la tour d'Eastgate, on n'a rien dit. Rien. C'est à quelle heure? Moins le quart. En arrivant, on a eu l'impression d'avoir été en patrouille pendant seulement 45 à 50 minutes, alors que ça faisait presque 2h30. J'ai essayé de me convaincre que cet écart était dû à l'adrénaline, mais sans succès. On voulait inspecter le périmètre pour y voir plus clair. Dans la matinée du 26, on y est retourné. Est-ce que j'avais peur? Bien sûr. Combien? 2,70. Je voulais savoir. Témoins d'un phénomène étrange en forêt de Rendlesham, Jim Penniston et John Burroughs souffrent d'un décalage temporel. Et leurs souvenirs ne coïncident pas. J'ignorais ce que c'était. Je n'avais encore jamais rien vu de pareil auparavant. Après avoir fait notre rapport, on est retourné sur place en plein jour. Dans la matinée du 26, on y est retourné. Est-ce que j'avais peur? Bien sûr. Mais il fallait trouver des preuves, des éléments concrets permettant de dire que c'était bien arrivé. Combien? 2,70. Il y avait 3 traces qui formaient un triangle équilatéral. C'était la zone d'atterrissage. Les branches cassées au sol et le feuillage abîmé en hauteur abondaient dans notre sens. On se demandait quel matériel, militaire ou autre, avait pu faire tout ça. On s'entraînait sans arrêt à reconnaître les avions. Ceux des Soviétiques, du pacte de Varsovie ou des Chinois, pour pouvoir les identifier instantanément grâce à leur silhouette. Mais ce qu'on avait vu ne correspondait à aucun des aéronefs qu'on m'avait montrés. Là-haut! Il est là-haut! Je ne sais pas ce qu'on a vu, mais aucun avion militaire n'aurait pu faire la même chose. Nick Pope a été ufologue auprès du ministère britannique de la Défense. Décembre 1980 a été marqué par des tensions internationales inouïes. Parce que l'URSS et les forces du pacte de Varsovie se montraient menaçantes. J'ai émis l'hypothèse qu'il s'agissait peut-être d'un aéronef soviétique, un avion espion ou un drone, et que les symboles étranges que Jim Penniston avait vus étaient peut-être en cyrillique. Je savais que ça n'était pas un avion soviétique. Les caractères étaient déroutants. Ils m'étaient totalement inconnus. Ce qui y ressemblait le plus, c'était peut-être les caractères égyptiens. Peut-être. Il y a longtemps que l'armée américaine utilise des aéronefs ultra secrets à la forme parfois surprenante, comme l'explique Scott Miller, professeur d'ingénierie aérospatiale. Beaucoup d'appareils furtifs font la forme d'une aile delta. C'est très fréquent. Et leurs feux sont généralement placés aux extrémités de l'avion, ce qui peut lui donner une allure très étrange. Et l'utilisation de moyens permettant de diminuer la signature radar a commencé pendant la guerre froide.
Le U-2 a subi plusieurs transformations pour devenir plus furtif. Le SR-71 Blackbird existait dans une version baptisée A-12, mise à la disposition de la CIA, qui avait une peinture très sombre. Sa signature radar et infrarouge était nettement réduite, et il a dû faire une drôle d'impression à ceux qui l'ont vu de nuit. Sauf que ce truc ne s'est pas comporté comme un avion. Pas de bruit de moteur. Pas de bruit du tout. Un avion ne peut pas voler comme ça. C'était une technologie très en pointe, bien au-delà de ce qu'on pouvait fabriquer. Je me suis couché, mais je n'arrivais pas à dormir. Impossible de me sortir ces 1 et ces 0 de la tête. Dès que je fermais les yeux, je les voyais. Du coup, je me suis levé, j'ai pris le calepin que j'avais avec moi cette nuit-là et j'ai commencé à le feuilleter. Comme je voyais toujours des 0 et des 1, je me suis dit que je pouvais les noter. Et plus j'écrivais, mieux je me sentais. Mais je n'osais en parler à personne. Franchement, est-ce que je pouvais parler de ces chiffres à mes supérieurs? Ils auraient cru que j'avais disjoncté, et ça aurait mis fin à ma carrière. Donc j'ai rangé le calepin. Si Jim Penniston essaie d'oublier ces événements, John Burroughs, lui, tente d'en savoir plus. Plus tard, il retourne dans la forêt de Rendlesham avec d'autres aviateurs commandés par le colonel Charles Holt. Ça bougeait près de Woodbridge. Le soldat de garde a vu des lumières étranges dans les bois. Et le colonel Holt a été désigné pour conduire un groupe de gars chargés de tirer l'affaire au clair. Le colonel était le second du commandant de la base où se trouvait le 81e escadron de chasse tactique, le numéro 2 de la base. Je voulais savoir si c'était revenu, de quoi il s'agissait, et je cherchais une explication rationnelle. Le colonel Holt avait un petit magnétophone, et il a enregistré les descriptions de ce qu'il voyait. On dirait qu'il palpite. Il y avait des lumières bizarres, dont 2 qui volaient en faisant une sorte de quadrillage. Tout à coup, devant nous, on a vu une lumière bleue transparente s'approcher à toute vitesse. Après, un objet blanc est apparu au-dessus. Il est descendu et il a attendu non loin. J'ai demandé la permission de m'approcher pour mieux voir. Ouais, vous aussi. Au fur et à mesure qu'on avançait, la chose semblait s'approcher. Le sergent Bastenza était à ma droite, mais il est tombé. Il m'a vu entrer dans la lumière et disparaître. Il a vu la lumière exploser, et je suis resté introuvable pendant plusieurs minutes. Aucun souvenir. Je n'ai aucun souvenir de ce qui s'est passé. Je me souviens seulement que la chose a disparu. John? Il voulait savoir. C'était quoi? John? Selon le sergent Penniston, à un moment donné, la lumière blanche avait explosé. Et Bastenza a décrit la même chose. Après l'incident, il s'est passé quelque chose dans la nuit du samedi au dimanche. Quelques jours plus tard, John et moi, on a été convoqués au bureau du colonel Holt pour écouter la bande. Il bouge très vite. C'était une description des événements en temps réel. Je crois que Holt essayait de nous rassurer.
Il confirmait qu'on n'avait pas rêvé, que ça recommençait. Et ça m'a soulagé parce que ça voulait dire que ça ne reposait plus seulement sur John et moi. D'autres soldats de l'US Air Force pouvaient confirmer cette deuxième apparition. L'OSI, le Bureau des enquêtes spéciales de l'Air Force, contacte les deux hommes qui tentent toujours d'élucider le mystère. J'ai été convoqué par l'OSI. De toute évidence, les gens chargés de cette affaire n'appréciaient pas nos initiatives. Et ils pouvaient mettre leurs menaces à exécution si on persévérait dans cette voie. J'ai pas écrit ça. Rien ne devait filtrer. Où est le reste? New York, une ville-monde à la fois fascinante et familière. Mais il y a plus fascinant encore et beaucoup moins banal. Et oui, la partie immergée de l'iceberg. New York est un endroit unique au monde, c'est incontestable. Sans cette infrastructure cachée, la densité de cette ville et la vitesse à laquelle on y vit seraient impossibles. New York, le symbole de la perfection urbaine. Tous les mardis à 20h45 sur Discovery Science. Nouvelle Skoda Superbe Combi. Voyagez en grand. Découvrez la gamme Skoda Superbe à partir de 269 € par mois. Avec la garantie, l'entretien et l'assistance offerts pendant 3 ans. Skoda, passez en mode facile. MMA Business Entreprise, interruption spéciale. Écoutez, nous sommes en direct. L'agent MMA vient de partir. Que s'est-il passé? Une catastrophe? Un accident? Non, il est juste venu estimer les risques. Justement, quels sont les risques? Tout va bien. L'entreprise, son dirigeant et ses salariés sont bien couverts. Bah normal, l'agent MMA connaît bien le monde de l'entreprise. C'est lui-même un entrepreneur. Un entrepreneur d'assurance. Zéro tracas. Zéro blabla, on sait. Envoyez la pub. Zéro tracas, zéro blabla, MMA. Réservez un vol autrement. Kayak vous dit s'il vaut mieux réserver maintenant ou attendre que les prix baissent. Économisez avec kayak.fr. Nouveau Lion Wild. Découvrez un chocolat indomptable dans une céréale croustillante au goût de caramel. Lion Wild, libère l'esprit sauvage. Brico Dépôt vous présente les 2 mots du jour. Garantie, vie. Avec nos produits Magnusson exclusivement chez Brico Dépôt, garantie à vie et disponible en stock, vous êtes bien outillés pour réussir vos projets. Les tournevis Magnusson avec tête aimantée et poignée ergonomique, vis et dévis à vie. Le jeu de 22 tournevis est à seulement 35 €. La qualité, le prix, Brico Dépôt, l'essentiel en 2 mots. Oh, j'ai faim, moi. Une pizza, ça vous branche? Pizza. Là-bas, tout le monde veut une pizza? Pizza. Je commande pour tout le monde. 3 margaritas et 3 napolitaines. C'est parti. Ça arrive dans 2 minutes. Ah. À table. Dans un monde qui change, les créateurs d'entreprises attendent des réponses rapides. Vous avez un projet? Chez BNP Paribas, réponse en 48 heures pour toute demande de prêt jusqu'à 50 000 €. BNP Paribas, la banque d'un monde qui change. Fragrances for Women and Men by Versace. Tourtel Twist, un mélange de bière sans alcool et de jus de fruits comme vous n'en avez jamais bu. Allô Fred, tu devineras jamais ce qui est en train de se passer. Si Jack, je crois qu'il se passe la même chose ici. Tourtel Twist, ça rapproche. Si tu te sens comme un poisson dans l'eau au milieu d'une casse, si tous tes problèmes se résolvent à coups de clé anglaise. Ça démarre! Si tu connais le goût de l'huile de vidange, Ça, c'est vraiment de la mécanique qui en jette. si tu te débarbouilles avec des étincelles, si tu te laves les mains avant d'aller aux toilettes, alors viens nous rejoindre pour l'apéro spécial cocktail de mécanique, du lundi au vendredi à 19h05 sur Discovery Science.
Fin 1980, Jim Penniston et John Burroughs observent un engin étrange dans la forêt de Rendlesham, en Angleterre. Plus tard, John Burroughs et d'autres soldats sont témoins d'un événement similaire. Tandis que Jim Penniston, qui craint pour son avenir professionnel, essaie d'oublier. J'étais très inquiet à l'idée qu'une enquête s'intéresse plus en profondeur à ce qui s'était passé. J'ai été convoqué par l'OSI. On a pris ma déposition et on m'a expliqué très clairement qu'il fallait que j'indique tout ce qui était arrivé dans les moindres détails. J'étais intimidé. Ces gens-là ne rigolaient pas. Soit je collaborais avec eux et je leur racontais tout, soit je pouvais faire une croix sur ma carrière. Je leur ai demandé si ça allait me coûter mon boulot, et ils m'ont répondu que non, qu'ils voulaient simplement que j'explique ce qui s'était passé, et que tout serait fini. Ça m'allait très bien. J'ai rédigé un rapport manuscrit de 4 pages où je parlais de l'éclair lumineux, du contact physique avec l'engin. Mais Jim Penniston se voit alors offrir un marché auquel il ne s'attend pas. Une vingtaine de minutes après, ils sont revenus. Il y avait un quart de page dactylographié, à peine plus, que j'ai lu 2 ou 3 fois. Le texte avait été expurgé. Il était très neutre. Et on m'a dit, voici la version officielle que vous donnerez si on vous pose des questions. J'ai pas écrit ça. Où est le reste? J'ai pensé à notre code de conduite qui prévoit qu'on ne doit pas faire de fausses déclarations. Ça ne me plaisait pas. Pas du tout même. Mais l'OSI a les moyens d'intervenir en marge de la hiérarchie classique. Ça lui est tout à fait possible. Je n'aimais pas ça, mais un ordre est un ordre. C'était troublant. Je n'étais pas un criminel de guerre. Pourtant, on me traitait comme tel, ou comme un espion qui s'était fait pincer. Le gouvernement a dû comprendre que c'était important, et il ne voulait pas que ça se sache. Il y avait plusieurs bonnes raisons de taire cette affaire. Aucun gouvernement n'est prêt à reconnaître que son système sophistiqué de défense aérienne est en fait inefficace, ni qu'il fait face à une technologie contre laquelle il est tout bonnement impossible de se protéger. L'incident reste donc un secret bien gardé. Il ne vaut mieux pas réveiller le chat qui dort. Dont acte. J'ai quitté la base après 2 ans de service, en juillet 81. Et j'ai fait de mon mieux pour oublier l'incident. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire. J'étais malade. Le contact a eu des conséquences physiques. Je me suis mis à avoir des vertiges, des problèmes d'équilibre dus à l'oreille interne. Et 3 ans après l'incident, j'ai commencé à souffrir d'une pathologie cardiaque très rare. Après mon départ de Bentwaters, les problèmes se sont multipliés. Et les médecins ont fini par me diagnostiquer un souffle au cœur sans pouvoir m'expliquer d'où il venait. On en a appris plus grâce aux documents britanniques.
Le gouvernement britannique est en train de déclassifier toutes ses archives concernant les ovnis. D'après ce document, le colonel Holt et ses hommes sont retournés enquêter dans la forêt de Rendlesham. Le colonel Holt a mesuré le niveau de radiation et il l'a indiqué dans son rapport officiel, rapport qui a été envoyé au ministère de la Défense. Faites une mesure. Dans le groupe, il y avait un sous-officier spécialisé dans la préparation aux catastrophes, équipé d'un compteur Geiger. Et il a mesuré le niveau de radiation de la zone d'atterrissage et des alentours. C'est étrange. La mesure la plus élevée a été enregistrée au niveau des 3 traces découvertes en forêt. Les services de renseignement de la Défense ont évalué que leur niveau de radiation était nettement plus haut que celui des alentours. À mon avis, mes vertiges étaient dus aux radiations. D'autant plus que le personnel médical m'avait justement demandé si j'avais été irradié. Pour moi, c'était un dilemme. Comme je n'étais pas censé parler de l'incident, est-ce que je devais mentionner cette irradiation ou est-ce qu'il fallait que je mente au médecin et que je dise que je n'avais jamais été irradié? J'ai obéi à mes ordres et j'ai dit que non. Je n'avais jamais été irradié, alors que je savais que c'était faux. Quand je suis entré dans l'US Air Force, les tests ont indiqué que j'étais en bonne santé. Quand j'en suis sorti en 1988, l'examen médical a montré que je souffrais de plusieurs problèmes cardiaques. Rien ne les